Réaction de bêta-élimination. Pour commencer, on rappelle qu'on va appeler C-alpha un carbone fonctionnel, donc un carbone qui est relié à un groupement fonctionnel, et C-bêta un carbone qui est lié à un C-alpha. Alors, une réaction de bêta-élimination concernera, par exemple, donc élimination, c'est qu'une molécule va se séparer de deux de ses morceaux sous l'action, par exemple, d'une base. Alors, si on prend une molécule, C liaison, C liaison, C liaison, liaison H, liaison un autre C, donc l'halogène, le brome, puis deux carbones, liaison C, liaison C. Nous avons le brome qui va, la base qui va attaquer le proton, qui va récupérer le proton. Du coup, le doublet non liant qui liait le carbone à l'hydrogène va former une double liaison, mais comme il y a une liaison de trop sur le deuxième carbone, eh bien c'est l'halogène qui va récupérer l'électron qui lui est très électrophile, voilà, et très électronégatif. Donc on se retrouve avec un alcène. Ici, ça serait tout simplement l'acétylène, CH2, enfin non, c'est pas l'acétylène, puisqu'on a un C, donc on a un C qui est relié à deux barres, plus une double liaison, C qui est à nouveau relié à deux barres. Chacune de ces barres étant une liaison pouvant être reliée à n'importe quoi. Donc on va retrouver en fait le substrat qui réagit avec la base forte pour donner l'alcène, pour donner l'ion correspondant à l'halogène qui a pris son électron, donc issu Br-, et l'acide conjugué de la base, puisque la base a récupéré son proton. Voilà. Alors, le substrat avec le carbone alpha va être... en fait, le carbone alpha va porter le nucléofuge, et le carbone bêta doit porter un hydrogène qui va être attaqué par la base. Si c'est un halogénoalcane, comme dans l'exemple qu'on vient de citer, eh bien on parlera d'une déshydrohalogénation. Régiosélectivité. Si plusieurs H sont disponibles, donc si on a plusieurs hydrogènes sur le carbone bêta, eh bien il y a plusieurs doubles liaisons possibles à différents endroits. Dans ce cas, on va faire des régioisomères. Et si on n'observe pas la même probabilité de formation de tous ces régioisomères, alors on dira que la réaction est régiosélective. On peut citer la règle de ZF. C'est l'alcène le plus stable qui est favorisé, le plus substitué ou celui qui a une stabilisation par délocalisation mésomère. Mais parfois on constate l'inverse. Dans ce cas, on dit que la réaction suit la règle de Hofmann, mais le cas est plus rare. On va pouvoir distinguer une réaction d'élimination, une bêta-élimination 1 ou 2. En fait, une bêta-élimination 1 est monomoléculaire. En fait, il y a bien deux étapes, puisqu'il y a une première étape où le brome quitte la chaîne carbonée pour former l'ion Br-, et donc former un carbocation qui pourra accueillir, enfin, un carbocation qui est relié à un H, et ce H va être à ce moment-là piqué par la base, et donc le noyau, le doublet liant qui reliait le carbocation avec l'hydrogène peut se remettre sur le carbone qui manquait, entre les deux carbones qui manquaient, pour faire une double liaison. Mais si la première étape est cinématiquement déterminante, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus lente que la deuxième, et bien dans ce cas, on a une réaction monomoléculaire et donc une bêta-élimination de type 1. Ça, c'est si on a une base faible, parce qu'en fait, la réaction K2, celle de l'attaque de la base sur l'hydrogène, va être très lente. Si on a une base forte,
À ce moment-là, les deux événements vont se passer en même temps, c'est-à-dire que la base attaque l'hydrogène, le doublet non liant se met entre les deux carbones et l'électron en trop va rejoindre l'halogène. Tout ça se fait en une fois et on a une réaction d'ordre 2 dont la loi de vitesse de Van 't Hoff répond à une forme du genre R égale K, concentration en RY, concentration en base. Au niveau de la stéréosélectivité, l'anti-élimination est privilégiée par rapport à la sin-élimination. Alors l'anti-élimination, ça veut dire qu'en gros, si on a la base qui attaque l'hydrogène d'en haut, eh bien de l'autre côté de la molécule, c'est le BR d'en bas qui va s'en aller. En fait, l'état de transition dans lequel il y a BR, H, et puis on passe par la chaîne carbonée et de l'autre l'halogène, dans ce cas est moins gêné par les interactions butane-gauche. L'état de transition donc est moins gêné par les interactions butane-gauche dans ce cas. On a formation à ce moment-là de l'alcène, plus de la base, plus de l'ion bromure qui se retrouve en solution. La réactivité est telle que lorsque la classe du substrat augmente, la réaction est plus rapide. Enfin, si on a un solvant peu polaire, alors la base va rester en paire d'ions. En fait, elle va être solubilisée, mais au lieu d'avoir une solvatation parfaite, on a formation de paire d'ions. Donc en fait, on a d'un côté l'ion positif et puis la base qui va attaquer l'hydrogène, qui vont être très voisins. Donc dans ce cas-là, il faut que le brome il faut que l'halogène soit voisin du H pour que la réaction puisse se faire. Dans ce cas, on a avantage à une sin-élimination, puisque du coup, c'est les deux qui sont du même côté qui vont réagir. On va pas avoir comme tout à l'heure un hydrogène ici et un chlore ici qui vont réagir. Voilà. Donc ça, c'est pour le cas du solvant peu polaire. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir affaire à une substitution ou à une bêta-élimination? Alors tout d'abord, il faut bien voir que la notion de nucléophilicité est une notion cinématique, donc liée aux réactions, aux vitesses de réaction, alors que la basicité est une notion thermodynamique. En fait, les deux sont liés, mais sont différentes. Exemple. Si je prends l'ion hydroxyde HO-, c'est une base forte, et c'est un bon nucléophile, hein, parce que son doublet non liant va pouvoir facilement aller se fixer sur un carbocation, par exemple. Si je prends l'ion I-, c'est une base très faible, c'est-à-dire qu'il va très faiblement faire un IH. Par contre, c'est un très bon nucléophile, avec tous ses doublets non liants, il va pouvoir assez facilement aller se fixer sur un atome de carbone acceptateur d'un doublet non liant. Voilà. C'est pas évident a priori de prévoir si on a affaire à un bon nucléophile ou une forte base, c'est pas toujours lié. On peut tracer quand même les grands traits suivants. Si on n'a pas de carbone bêta, bah alors il n'y a pas de bêta-élimination. Ensuite, si le substrat est primaire, des réactions de type SN2 vont être majoritaires. Si le substrat est secondaire, à ce moment-là, on commence à avoir de plus en plus de réactions de type bêta-élimination 2 et de moins en moins de SN2. Quand on passe au substrat tertiaire, donc qui a un encombrement stérique beaucoup plus important, à ce moment-là, on passe à l'élimination, à la bêta-élimination 2 qui devient majoritaire parce que la substitution nucléophile 1 est beaucoup trop lente. Quand on a un nucléophile petit, très polarisable, peu basique, à ce moment-là, on a une réaction SN qui est favorisée par rapport aux bêta-éliminations. Si, en l'occurrence, il s'agit d'H2O, eh ben, on a une substitution nucléophile 2. Si on a l'ion H au moins, on a une bêta-élimination 2.
On a vu que, pour un solvant polaire, les substitutions nucléophiles 2 vont être privilégiées par rapport au bêta-élimination 2. Quand la température est élevée, une bêta-élimination 2 est favorisée par rapport à une substitution nucléophile 2. Les halogénures n'ont pas tous la même réactivité. I- est plus réactif que Br, qui est plus réactif que Cl-, qui est plus réactif que F-. On peut voir que, en fait, on est je les ai cités ici, du plus nucléophile au moins nucléophile, et on s'aperçoit que le plus nucléophile est celui qui est le plus gros, hein, pour l'iode. Donc quand la période augmente, la liaison est plus polarisable. Et donc la liaison est plus polarisable car elle est plus déformable, le rayon du nuage électronique est plus élevé, ce qui en fait un meilleur nucléophile.